Et donc, bonjour à tous, c'est Félix de Vendredi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode de Welcome to New Work. Alors, le concept de Welcome to New Work, il est extrêmement simple. En fait, c'est l'émission qui vous aide à changer le monde sans changer de travail avec une discussion très simple, avec une personnalité inspirante qui agit à son échelle et on vous permet d'échanger avec elle. Alors, cet échange, il se veut inspirant, mais aussi super concret, puisque notre vocation, c'est de vous donner des clés pour agir dès aujourd'hui. Alors, l'émission, elle est enregistrée en live avant d'être rediffusée. Donc, si vous écoutez le podcast, ne soyez pas surpris des aléas du direct. Ça fait partie de la magie de la vie, il paraît. Et aujourd'hui, on accueille du coup Alice. Alice, c'est notamment les cofondatrices de Singa qui œuvrent pour créer du lien entre des personnes réfugiées et les populations locales partout dans le monde. Alice, elle va nous partager son aventure d'entrepreneuse et de militante. Et du coup, Alice, on est ravis de t'accueillir sur cette émission. Comment ça va? Et ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lever ce matin? Ah mais mon Dieu, mais quelle question. Je sais pas du tout quoi répondre parce que ce matin, j'avais vraiment pas envie de me lever. Mais mon fils m'a appelé, il m'a dit « Maman, petit déjeuner » et ça m'a donné du baume au cœur. Donc, comme quoi, à partir du moment où tu as des enfants, il y a un truc qui se passe dans ton corps à 7h30 du matin où tu entends un bruit et là tu te dis c'est bon, je me lève pour quelque chose. Du coup, tu es une super maman qui trouve l'énergie grâce à son enfant et ça c'est top. Et sinon, qu'est-ce qui t'amène du coup sur cette émission? Tu as envie de nous parler de quoi aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui j'ai envie de parler de plein de trucs, mais notamment j'ai sorti un livre il y a un mois qui retrace un petit peu mon parcours et ce qui s'est passé ces 34 dernières années. C'était une grosse introspection parce que quand on est venu me chercher pour écrire un livre, je me suis dit youpi, je vais écrire l'histoire de Singa. Et en fait, dans ce livre, je raconte plus l'histoire d'Alice que l'histoire de Singa et aussi l'histoire de l'écosystème de ceux qu'on appelle les changemakers ou les entrepreneurs sociaux ou les activistes ou les militants. Enfin, il y a beaucoup de manières de nous appeler, nous, les personnes souvent catégorisées, mais qui essayons de mettre l'engagement au premier plan dans tout type d'action. Moi, je me définis comme activiste. C'est mon métier, c'est ma raison d'être, c'est ma passion de faire des choses qui ont un impact concret sur le monde. Donc voilà, ça peut-être ça, parce que j'ai envie d'en parler. Génial. Et ça rebondit justement avec les envies de Juliette, d'Andrea qui souhaitent en savoir plus sur ton parcours aussi, l'engagement sur la thématique des réfugiés. Je pense qu'on y reviendra. Et du coup, ce livre, cet ouvrage en fait qui est très personnel, c'est quoi ton titre? Qu'est-ce qu'on y apprend? On ne naît pas engagé, on le devient. Parce que je fais beaucoup de conférences où on me dit quel était le moment déclic où vous avez voulu aider les réfugiés? Et en fait, je me suis jamais reconnue dans cette question parce que premièrement, il n'y a pas de moment déclic. C'est un parcours, c'est des cheminements, c'est des rencontres. C'est les gens dont on tombe amoureux qui sont sur le chemin et qui nous montrent des voies. Et deuxièmement, Singa et l'aventure que je vis avec Singa, c'est pas d'aider les réfugiés. Je sais que souvent on va dire Singa c'est l'asso qui aide les réfugiés et puis on a aujourd'hui la chance d'être une ONG reconnue en Europe, mais en fait là d'où ça vient initialement et ce qu'on fait aujourd'hui c'est pas de l'aide concrètement parce que des gens qui aident les réfugiés il y en a beaucoup, il y a des assos, il y a des ONG qui font ce travail. Quand on a démarré Singa, moi j'avais 25 ans. Je sortais de quelques années d'études à l'étranger et d'une première expérience professionnelle aux Nations Unies. Et j'étais, en fait, c'était pas pour moi l'ONU, même si j'avais très envie d'avoir un impact, parce que c'est une organisation dans laquelle les grandes décisions se font souvent derrière les rideaux, sans prendre en compte les personnes concernées. Et à ce moment-là, à 25 ans, je termine cette expérience et j'arrive à Paris. Et là, je rencontre Nathanaël Moll et Guillaume Capel, qui sont les cofondateurs de Singa, qui eux ont une expérience terrain dans des grandes ONG avec des demandeurs d'asile. Et en fait, on se dit, mais aujourd'hui, enfin, on était en 2012, à l'époque de la tech, du big data, et à l'époque où il y a de moins en moins de liens sociaux, ce qu'il nous faut, c'est un mouvement où les gens se rencontrent d'abord sur un pied d'égalité en pair à pair. Et c'est comme ça qu'on était 3, puis on est devenu 30, puis 3000. Aujourd'hui, Singa, c'est 50 000 personnes qui se rencontrent et créent du lien. Et en fait, on s'est très vite aperçu que
quand les personnes réfugiées, migrantes, enfin, on dit les nouveaux arrivants pour éviter les stéréotypes, mais quand les nouveaux arrivants venaient à Singa, c'était pas pour être aidés, c'était pour rencontrer des gens, pour se faire des amis, et surtout, on s'est rendu compte qu'on a un enjeu, c'est que les gens, les locaux, les gens des sociétés d'accueil, eux, ils voyaient toujours le prisme de l'aide. Ils disaient, ah bah, oh, le petit réfugié, il est mignon. Ça, je l'ai entendu beaucoup de fois. Il est trop chou. Non, en fait, il n'est pas trop chou, et faut pas que tu aies ce regard-là. Parce que la personne, si tu te positionnes toujours comme un bénévole et lui comme un bénéficiaire, tu n'arriveras jamais à créer un lien. Donc, on a essayé de créer des mécanismes dans lesquels, des espaces, des outils, dans lesquels les locaux, les nouveaux arrivants se rencontrent sur un pied d'égalité et font des choses ensemble. Ça peut être n'importe quoi, du sport, des fêtes, beaucoup de fêtes, du stand-up, un peu de tout. On a des villes dans lesquelles il y a 40 événements par semaine qui mobilisent 4000 personnes, comme à Lyon ou à Bruxelles. Et moi, par exemple, j'adore le vin. Donc, j'organise des ateliers de dégustation de vin avec notamment la chef Chloé Charles. Et juste, c'est génial parce qu'on est 15, il y a des gens de tous les pays du monde, et puis on échange notre culture du vin. Bon, c'est compliqué parce qu'on est très vite bourré, mais voilà, ça crée un vrai lien. Et derrière, Singa, c'est devenu aussi l'aventure dans laquelle toutes ces personnes qui se rencontrent, elles ont eu des idées, et ça a créé des entreprises, ça a créé des assos, ça a créé des projets. Donc aujourd'hui, on manage une dizaine d'incubateurs en Europe. On n'est pas un incubateur d'entrepreneurs réfugiés, mais au contraire, on accompagne des entrepreneurs qui sont soit migrants ou réfugiés, mais soit aussi des locaux qui innovent dans la migration. Donc ça a été mon parcours, mon expérience de l'engagement, de passer de rien à monter ce mouvement qui distribue beaucoup de joie. Et je crois que finalement, moi, ce qui m'anime le plus dans cette aventure et depuis le départ, c'est que c'est un beau moyen de transformer la colère en lutte contre la xénophobie de manière positive, de manière joyeuse, de manière créative, en disant, en fait, il n'y a pas de limite à l'innovation. Ah, tiens, les réfugiés ne peuvent pas ouvrir de compte en banque quand on crée une boîte. C'est pas grave, on va créer une banque. Et cette capacité de toujours se poser la question de comment on va un peu hacker le système dans la joie, ça m'a beaucoup forgé ces 10 dernières années. Ok, fascinant. Et du coup, ça a ouvert plein de portes, ta première intervention, mais ce qui peut être intéressant, c'est de revenir sur des termes. Donc, en fait, tu t'es dit, c'était pas un sujet des réfugiés, c'était plutôt une intention de créer des espaces de vie commune, de rencontres, et en fait, de nourrir cette énergie pour hacker le système de façon positive, plein d'espaces. Et il s'avère qu'en fait, vous étiez positionné plutôt autour de la question des réfugiés, qui est quand même le cœur de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est hyper intéressant comme impulsion. Est-ce que tu as évoqué le sujet nouveaux arrivants, réfugiés, migrants? Si tu peux reposer quelques bases sémantiques pour aider les non-spécialistes à comprendre les enjeux aussi, puis aussi à peut-être mieux en parler demain. Bien sûr. Alors, je vais pas faire un cours de droit international non plus, hein. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que le terme de réfugié est apparu dans la langue française, c'est un cours d'histoire du coup, au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, pour qualifier les protestants qui avaient été persécutés sous Louis XIV et qui s'étaient réfugiés en Allemagne. Ils disaient, en fait, c'est les trésors de notre pays que nous avons perdus et qui se sont livrés à l'ennemi. Ça, c'est la première définition du mot réfugié. Ensuite, elle a trouvé son sens en droit international avec l'ONU, la Convention de Genève. Aujourd'hui, réfugié, c'est un statut juridique qui est octroyé à des personnes qui demandent asile parce qu'ils ne sont pas en sécurité chez eux, et ils prouvent qu'ils ne sont pas en sécurité chez eux du fait de leurs opinions politiques, de leur groupe social, par exemple s'ils sont homosexuels, ou du fait de leur religion. Donc voilà, c'est un statut juridique. Il y a les personnes qu'on appelle les demandeurs d'asile. Ça, c'est les gens qui demandent à être réfugiés. Donc c'est un statut qui est temporaire parce qu'à un moment, on va leur dire oui ou on va leur dire non. Migrant, ça n'a pas de définition juridique, absolument aucune. C'est quelqu'un qui se déplace d'un pays à un autre pour travailler. Donc moi, j'ai travaillé 6 ans à l'étranger. Je suis complètement migrante. Et du coup, en fait, tous ces mots, ils contribuent à créer un narratif qui divise, je trouve. Je connais personne qui a envie d'être considéré réfugié, migrant ou demandeur d'asile, et pourtant les gens le sont. Mais ils n'ont pas envie d'être enfermés dans cette case parce qu'ils sont tellement plus. Et en plus, ça crée aussi un narratif un peu des gentils réfugiés contre les méchants migrants qui me fait très peur parce que c'est un instrument de division. Donc quand on dit les nouveaux arrivants, globalement, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays,
qui se retrouvent dans une situation la plupart du temps de vulnérabilité et qui ont besoin de se créer, de se reconstruire une vie dans le pays d'accueil. Et quand on dit les locaux, c'est les gens qui considèrent qu'ils sont locaux dans une ville ou dans un pays. Il y a des réfugiés qui se considèrent comme étant locaux, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont là. Super clair. Et du coup, le propos de ton ouvrage, c'est on n'est pas engagé, on le devient. Et comment t'en es progressivement arrivé à être cofondatrice de Singa, écrire un livre sur l'engagement aujourd'hui et comment, je pense, derrière cette question, ça peut faire peur, plein de gens. Waouh, en fait, c'est pas pour moi. Et je pense que le cœur de ton propos, de ton ouvrage, n'est pas celui-ci. Et du coup, comment petit à petit on chemine pour faire bouger ces lignes? En fait, l'ouvrage, il parle aussi de ce qui fait peur. Enfin, bien sûr qu'il y a des choses qui font peur. Surtout que moi, je me suis retrouvée directrice générale d'une organisation à 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34, il y a 150 salariés à Singa. Bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles. Des moments difficiles où tu te retrouves à gérer ton budget, tes fins de mois, tes équipes, de la RH. Je suis vraiment pas bonne en RH, par exemple. Il y a ces moments aussi où j'ai été très exposée dans les médias, où j'ai reçu des centaines de menaces de mort, de menaces de viol. Donc, je parle aussi dans le livre en disant que, oui, en fait, il y a un burn-out à un moment dans l'engagement. Ça peut être très difficile. Et d'ailleurs, moi, j'ai été sauvée par la Fondation Obama quand le président Obama m'a contacté pour que je rejoigne son programme à New York pendant 1 an et qui m'a offert une année sabbatique. Alors, tout le monde ne se retrouve pas hyper exposé dans les médias à recevoir du cyberharcèlement, tout le monde ne se retrouve pas DG du jour au lendemain d'une structure qui marche. Et encore, je suis extrêmement privilégiée parce que tout le monde ne va pas non plus bosser chez Obama. Après, l'engagement, c'est pas que ça. Moi, j'étais une personne ordinaire. J'ai eu il y a des circonstances qui ont fait que c'est devenu plutôt extraordinaire. En revanche, je crois que pour revenir sur le sujet de la peur, on l'a déjà. Pour moi, tout le monde on vit dans un monde aussi où il y a beaucoup de peur. Il suffit de se mettre sur Twitter, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a un tic-tac, une espèce de compte à rebours sur un peu la fin du monde, quoi. On l'entend partout, notamment le climat. Et dans la bouche des politiques, on entend beaucoup la peur aussi. Donc, pour moi, cette peur, elle existe. Et moi, mon enjeu au quotidien avec Singa et les mouvements que j'ai montés sur le féminisme, sur le climat, sur la politique, je suis pas affiliée à un parti, mais j'essaye d'œuvrer sur la démocratie. En fait, c'est de dire, OK, maintenant qu'il y a cette peur qui existe, comment on va créer les outils pour que n'importe qui puisse vraiment s'engager et faire la différence et que ça se passe bien. Et avec Singa, c'est vraiment, ça peut partir de rien, ça peut partir d'aller boire un café avec quelqu'un pour avoir un impact. Parce que tu viens à Singa, tu rencontres quelqu'un, tu vas peut-être changer sa vie en fait, plutôt que de passer des heures et des heures à faire du bénévolat. Juste le fait de se faire de nouveaux amis, ça a un impact qui est monumental. Parce que déjà, plus on rencontre de personnes, de nouveaux arrivants, plus on déconstruit aussi la migration, plus ça crée de la fraternité et de la cohésion sociale. Donc juste ça, pour moi, ça fait la différence parce que j'accorde beaucoup d'importance au mot fraternité, à la devise républicaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fondamentalement besoin de se serrer les coudes pour faire face justement à tous ces défis auxquels la planète malheureusement fait face. Et du coup, ça peut partir de simplement aller boire un café ou créer un projet qui serait une asso ou d'aider un entrepreneur social qui est en train de monter quelque chose pour faire face à ces défis. Pour moi, l'engagement, en fait, à partir du moment où on a les bons outils pour s'épanouir dans son engagement, c'est là qu'on a le plus de chances pour que ça marche. Et c'est quoi ces bons outils ? Je crois qu'aujourd'hui, on vit à une époque où on n'a plus forcément envie de prêter allégeance à des associations qui vont être très verticales, où on va être assigné à une étiquette et on ne se pose pas la question de pourquoi on fait le travail qu'on fait. Et je pense que ces outils, c'est déjà créer des espaces, des lieux déjà qui soient beaux, dans lesquels on se sente bienvenu, on se sente valorisé, on se sente utile. Créer des mouvements aussi. On a tous le pouvoir de changer le monde, je pense, à travers aussi la notion de mouvement, que ce soit de se mobiliser sur la signature d'une pétition ou de s'engager chez Make Sense ou d'aller à Singa. Il y a ce design de tu viens,
tu es la personne que tu es dans ton entièreté. Et en fait, on va voir tes talents, on va voir en quoi tu peux contribuer de bien, de beau. Et c'est ça dont on va se servir. Et non pas t'imposer quelque chose sur lequel tu comprendras pas forcément, tu sauras pas très bien où tu vas. Et ensuite, je pense que chacun, aujourd'hui, quand on s'engage, on doit aussi comprendre profondément pourquoi on s'engage. Quand on rejoint une organisation ou un mouvement ou un collectif, c'est de se dire, OK, je m'engage à un moment T, peut-être je suis très en colère aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux détruire une banque ou est-ce que je veux en créer une, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure ? Ou est-ce que je veux, je sais pas, m'énerver contre Marine Le Pen, ou est-ce que je veux proposer une alternative à Marine Le Pen, ou en tout cas un mode de société qui soit alternatif. Et en fait, je pense que chacun, faut vraiment prendre en compte le fait que la pédagogie, elle est hyper importante. Tu viens, tu t'engages, tu sais pourquoi, et c'est très clair, et tu l'as dans ta chair. Et ça, c'est fondamental. Et je travaille au quotidien avec Singa, de voir que toutes les personnes déjà dans l'équipe et même dans la communauté portent aussi. Il y a toujours une raison, en fait. Il y a toujours un pourquoi on veut s'engager. Et comment on le transforme en quelque chose de productif, c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Ouais, du coup, c'est très intéressant sur les espaces. Tu dirais, j'essaie de faire la synthèse, mais je trouve ça riche. C'est un espace d'engagement, c'est un moment d'expression personnelle où on va aussi rejoindre un mouvement, une communauté, dans ce que tu exprimes. On peut s'interroger sur pourquoi on le fait et aussi de se dire que cet acte, il est constitutif de qui on est, ce qu'on va rechercher, sans forcément être enfermé dans une organisation. Du coup, ça peut être une rencontre. En fait, on peut venir chez Singa faire une rencontre. Et en fait, c'est pas Singa, c'est plutôt l'acte en tant que tel qui va me définir et qui va être générateur d'engagement versus des modèles d'engagement par le passé qui étaient plus, en fait, j'appartiens à tel assaut, et moins ce que recherchent les gens. On cherche pas de bénévoles. Avec Singa, on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de bénéficiaires. On veut vraiment aussi enlever ce vocabulaire-là parce que, comme je le disais au début, ça crée aussi des cases dans lesquelles on va potentiellement s'enfermer. Il y a une anecdote là-dessus qui est assez fondatrice pour moi. C'est quand on a démarré Singa, on avait ce qu'on appelait des cours de tutorat où on matchait des nouveaux arrivants avec des locaux et on était partenaire d'une école, donc d'une université. Et un jour, il y a une étudiante qui avait une vingtaine d'années et qui faisait des études pour devenir diplomate et qui vient me voir et qui me dit mon réfugié il est un peu con, il fait pas ses devoirs, pourtant je fais de mon mieux pour lui donner des cours de français. Et du coup, j'étais un peu choquée parce que mon réfugié est un peu con. C'était c'était un peu borderline, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi beaucoup dans pas mal d'univers. La chosification, la réification des personnes qu'on va considérer comme vulnérables. Et du coup, je vais voir Fodé, le réfugié, qui est aujourd'hui le parrain de mon fils, qui est un ami proche, qui a été président de Singa. Et il me dit, mais tu vois, Alice, moi, être et avoir, le passé composé, le futur, ça fait 3 ans qu'on m'explique. Sauf que, en fait, si j'ai personne avec qui parler, ça ne me sert à rien. Quand je marche dans la rue, je dis bonjour à des gens pour me faire des amis, on pense que je suis un voleur ou que je suis en train d'harceler. En fait, mon conseiller Pôle emploi, ça fait 3 ans qu'il m'explique que je dois faire de la mise en rayon chez Carrefour. Sauf que moi, je suis expert comptable. Je suis diplômée de Cambridge, j'ai dû fuir le Sierra Leone à cause de mes opinions politiques, j'ai travaillé pour l'ONU à construire des hôpitaux, j'ai aucun futur ici. En fait, moi, si je fais encore le passé composé, être et avoir, et que je suis infantilisée, je vais me suicider. Et ça, pour moi, ça a été très fondateur en fait de comment on a construit Singa, en disant peut-être qu'on doit aussi se poser la question de ce que chacun va apporter et pas juste mettre les gens dans une case qui va prédéfinir l'interaction qu'ils vont avoir. Et je pense que vraiment, c'est voir le beau en chacun, voir et puis voir comment chacun peut s'épanouir dans l'engagement. Oui, et là, ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, et c'est une conviction que nous, on porte beaucoup, je reposerai une question après, mais c'est sur, en fait, créer un espace et créer une possibilité d'engagement qui soit personnelle et individuelle, co-construite à partir de ce dont a besoin l'autre personne. Ça peut être une association, ça peut être un bénéficiaire, et ce que peut apporter en fait la personne qui souhaite aider, et en fait, de toute façon, on s'aide mutuellement, et c'est de créer cet espace plutôt que d'être dans des boîtes. Et ça, c'est une conviction qu'on porte hyper fort. Je pense que ça s'applique évidemment à la question des nouveaux arrivants, mais ça s'applique à toutes les formes d'engagement.
en se disant, et souvent une partie des torts du volontariat, notamment l'international, même dans le bénévolat, c'est de dire, bon, bah, je vais apporter, je suis le sachant, voilà, en fait, je viens pour me satisfaire moi-même, limite, plutôt que de m'interroger sur le besoin de l'autre partie, qu'est-ce que ça va m'apporter aussi, et vraiment dans une logique d'apport mutuel. En fait, moi, je pose la question en fait, on n'est pas engagé, on le devient, pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'il y a des parcours comme le tien où, en fait, on peut se dire, ah, mais waouh, mais c'était prédestiné. Et donc, moi, je serais curieux que tu racontes un peu ce cheminement personnel, première perche. Et après, il y a la deuxième logique qui est, nous, ce qu'on voit beaucoup avec Vendredi, donc je te l'exprimais avant le début du lancement de l'émission, on a 25 000 salariés qui seront connectés à notre plateforme. Il y a des chiffres d'études de Ticket for Change qui disent que 97% des gens veulent agir. Mais en fait, les gens, les citoyens, nous, on fait face à plein de problématiques. On n'a pas beaucoup de temps. On se dit, en fait, mais j'y connais rien, donc je ne sais pas ce vers quoi je veux agir, fondamentalement. C'est-à-dire que on prend la thématique de la question des réfugiés, mais ça fait peur, on ne sait pas si on... Enfin, et du coup, il y a plein d'aspects sur lesquels on va se dire, ben, en fait, j'y connais rien, je ne sais même pas comment je pourrais me lancer là-dessus. Et le troisième aspect, c'est je ne vais jamais être utile. En fait. Et moi, ce qui m'intéresse, cette deuxième partie de ma question de ton parcours personnel, c'est comment, en fait, en tant que volontaire, on peut progressivement se lancer, apporter et petit à petit construire ce cheminement d'engagement. Les deux questions sont assez liées. Après, moi, ça m'a pris beaucoup de temps de déconstruire la racine de pourquoi je voulais m'engager. Je sais pas, ça me paraissait toujours naturel en fait de vouloir le faire. Et puis en écrivant le livre, je me suis aussi aperçue que non, en fait, c'était pas naturel. Moi, je viens d'une famille assez facho, mon arrière-grand-père a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale au sein du gouvernement du maréchal Pétain. J'ai grandi avec mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousines, qui m'expliquaient que la Shoah n'avait pas existé et que c'était une blague. Donc la claque, quoi. Et mes parents, pas du tout. Au contraire, eux, ma mère avait été très courageuse parce qu'elle s'était complètement échappée de cet univers. Mais du coup, j'étais super révoltée. D'ailleurs, j'ai même fait mon mémoire de sociologie en master sur ma famille pour essayer de comprendre, en fait, comprendre comment on peut avoir autant de haine en soi, comment on peut à ce point-là haïr l'autre. Donc ça, j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'était assez moteur en fait chez moi et peut-être que ma psy est très contente des discussions intenses que je peux avoir avec elle là-dessus, mais en tout cas il y a eu cette première déconstruction, savoir un peu d'où ça venait. Dans un second temps, peut-être c'est l'univers dans lequel je vis, mais moi je suis quand même entourée de gens très engagés qui me racontent en fait, et notamment mes copains qui sont réfugiés, qui ont fui des dictatures, qui se sont battus au péril de leur vie pour la liberté d'expression, pour la liberté d'exister, parfois même qui ont réussi à déstabiliser des régimes, et en fait ça, pour moi, je trouve que ça force l'inspiration. Et moi, je sais même pas ce que je ferais si j'étais. J'ai pas vécu la persécution. Je suis dans une démocratie, je peux m'exprimer. Je sais pas ce que je ferais si j'étais à leur place. Donc ça m'a aussi énormément inspirée sur l'engagement. C'est pas que je mets la barre très haut à titre personnel, mais un peu parfois quand même. Mais je trouve que c'est important en fait de trouver des figures d'inspiration autour de soi qui s'engagent et de puiser une force et une inspiration en elles. Sur la suite de ta question, c'était en gros comment derrière tu peux l'activer, tout ça. Alors moi j'ai peut-être une posture qui va pas forcément bien passer dans notre conversation, mais je suis quand même, je me réveille quand même tous les matins avec un sentiment de gueule de bois que c'est pas assez, qu'on court droit dans le mur. Je dirais pas que je suis pessimiste, mais je suis pas optimiste non plus quant à l'avenir de l'humanité. Et moi, ça me sert aussi de moteur. Ça me sert de moteur de me dire, en fait, j'ai un enfant et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de surtout pas devenir moi. Et c'est qu'il puisse être heureux et s'épanouir et qu'il n'ait pas cette pression. J'en veux d'une certaine manière à la génération de mes parents aussi. Et je crois que de plus en plus d'enfants qui naissent en veulent à leurs parents. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez mes copains qui ont une 60aine d'années, une 50aine d'années. Et je comprends pas, mais mes enfants,
presque ils m'en veulent, en fait, ils sont très agressifs, ils ont très envie de s'engager. Et je crois qu'on est face à une génération, peut-être plus jeune que la mienne en tout cas, qui est en train de déplacer des montagnes, qui est vraiment en train de déplacer des montagnes, qui sont en train de changer des lois. À 15 ans, ils se mobilisent. C'est un truc exceptionnel. Moi, à 15 ans, je fumais des pétards au Larzac. Je m'en fichais un peu quand même de tout ça. Enfin, je n'étais pas hyper engagée au point de la nouvelle génération. Et moi, ça me pose question parce que j'ai pas du tout envie que mon fils fasse partie de ces personnes, et je préfère que les choses se règlent avant. Donc, je crois que c'est pas toujours beau et simple. Il y a aussi cette notion de se dire, en fait, si on n'agit pas, je sais pas qui va agir. Et moi, j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur, énormément, pendant des années, de me dire, mais je suis pas entrepreneur, mais non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, si moi, je fais pas les choses, je sais pas qui va le faire, et il y a des personnes, j'ai pas du tout envie qu'elles le fassent. Et du coup, c'est peut-être de mon expérience terrain que je tire une forme de légitimité, mais je crois que c'est le terrain justement qui crée la légitimité pour se dire, ah, en fait, je suis crédible dans mon engagement, je peux y aller parce que j'ai vécu cette expérience transformative de la rencontre, j'ai vécu cette expérience transformative sur des sujets sociaux, sur des sujets environnementaux, qui parfois partent de rien, qui sont des micro-engagements, mais qui en fait, mis bout à bout, créent la crédibilité pour que, je pense, on soit aussi la génération qui va changer les choses, qui va améliorer le monde. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Plus beaucoup de temps, tout du moins, ça c'est certain. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, il y a plusieurs points, c'est qu'en fait, ton moteur, il y a une dimension d'histoire personnelle, de colère, d'être résolument engagé. Il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est que tu dis, tu as longtemps eu un syndrome toi-même de l'imposteur alors que tu as fait énormément de choses. Et ça, c'est ce qu'on reconnaît chez énormément de nous citoyens qui ont envie et qui se disent, ah ben, je suis pas légitime, à quoi je vais servir. Et ce qui est intéressant dans tout ce que tu nous partages là, c'est de dire en fait, c'est toutes ces petites rencontres qui ont fait que tu es devenu la personne engagée que tu es aujourd'hui. Et c'est cette somme de rencontres et de petits pas qui ont fait que en fait, de t'amener vers de plus en plus d'engagement. Et en fait, c'est ces rencontres-là qui ont aussi nourri ton envie de t'engager. Parce qu'en réalité, de ce que tu évoques, c'est que c'est au cœur de aussi l'injustice, la rencontre, la compréhension aussi des problèmes, en fait, que tu as eu chaque jour de plus en plus envie, entre guillemets, d'aller plus loin, d'aller dans une forme de radicalité. Et je pense que c'est un message que je trouve plutôt optimiste pour les gens, qui est de se dire, en fait, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. On ne sait pas si on va aider. D'ailleurs, est-ce qu'on sera utile ou est-ce que, là-dedans, vous serez peut-être utile autant que vous aiderez vous-même. Mais c'est un cheminement progressif. Et après, il y a la question de l'inspiration. Moi, j'aime beaucoup la maxime qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et je pense que l'important pour les personnes qui se posent ces questions en se disant ah ben, j'aspire à plus m'aligner, c'est aussi aller rencontrer ces gens qui vous inspirent, passer du temps avec eux, parce que c'est elles qui vont vous tirer vers le haut. Du coup, pour faire un peu un écho à ce que tu évoques, moi, j'aimerais bien, tu as mentionné Singa en quelques points. Ce qui peut peut-être être intéressant, c'est peut-être de donner quelques chiffres et puis d'illustrer aujourd'hui, soit avec vous, soit avec d'autres acteurs sur cette question des nouveaux arrivants, comment des entreprises peuvent agir et comment des salariés peuvent agir, puis peut-être aussi comment des citoyens peuvent agir. Je pense que c'était une des questions, il y avait une question plus spécifique d'Emeline que je reprendrai après, mais je pense que ça peut être intéressant d'essayer de donner quelques chiffres un peu de concret sur vos activités et puis comment les gens peuvent intervenir autour de cette cause avec vous. Mais moi, je mettrais même les citoyens en premier, parce que c'est une expérience individuelle, c'est une expérience qui est forte, en fait, que l'expérience de la rencontre. Surtout quand c'est fait sur la base de points communs. Avec Singa, les premiers mécanismes qu'on met en place, c'est la mise en relation sur la base de centres d'intérêt communs. Donc, par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Allomondo, c'est facile à trouver, allomondo.org ou .com, qui fait du matching. Moi, j'ai rencontré 2 personnes parce que j'ai mis que j'adorais la politique. Et j'ai rencontré des fans de politique et j'ai énormément appris. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a un en particulier qui m'a appris peut-être sans le savoir, mais par exemple, j'ai appris à déconstruire un peu mes biais racistes quand je suis arrivée et que je le rencontre. J'ai dit « Waouh, tu parles vachement bien anglais ?» Il me fait « Oui, je suis canadien. » Et en fait, comme il s'appelait Mohamed,
et qu'il était newcomer, qui était nouvel arrivant, qui s'était positionné comme nouvel arrivant, dans ma tête, c'était genre, non, en fait, il vient d'un pays du Proche, du Moyen-Orient. Et en fait, juste là, je me suis dit, mais ah ouais, Alice, t'as encore, même aujourd'hui, t'as encore des biais. Donc, il y a Allo Mondo, il y a la rencontre, il y a dans Singa tout ce qu'on fait, tout l'événementiel, à la rencontre, c'est autour de ce qu'on aime faire et ce qu'on va faire ensemble. Après, de façon plus large, notre travail, c'est quand même. Alors, il y a l'accueil chez l'habitant, qui est quand même une belle partie de ce qu'on fait. On a lancé en 2015 une plateforme d'accueil de personnes réfugiées chez l'habitant. Donc, pour les personnes qui ont, une chambre de libre, entre 3 et 12 mois, 3 mois minimum, 12 mois, qui peuvent être renouvelés si l'accueillant et l'accueilli le souhaitent. Et donc ça, c'est assez chouette parce qu'on a rencontré un grand succès là-dessus au départ. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que c'est plus dur. On parle moins de la question de la migration et des personnes réfugiées. Donc voilà, les gens qui nous écoutent, si vous avez une chambre de libre, si un de vos enfants est parti faire des études, n'hésitez pas à vous inscrire sur j'accueille.fr. Et au-delà de ça, le gros cœur de nos actions, c'est d'accompagner des entrepreneurs dans tout ce qui est innovation autour de la migration. Et là-dessus, on accompagne 300 entrepreneurs par an en Suisse, en Allemagne, en France. En France, on a des incubateurs à Paris, à Lyon, à Nantes, à Lille, et on en ouvrira à Strasbourg prochainement. Et là-dessus, bien sûr, les incubés, les entrepreneurs, ils ont besoin de mentors, ils ont besoin de gens qui les coachent, qui les conseillent, que ce soit la création d'une marque de fringues, une appli d'intelligence artificielle qui fait de la métadonnée au Proche-Orient, ou un site web de trading. On a vraiment tout type d'entrepreneurs accompagnés, tout type de projet. À partir du moment où il n'est pas politique et où il n'est pas religieux, on dit oui à tout parce qu'on considère que ça va réformer l'économie et que de facto, ça va changer nos modes de consommation. Juste là-dessus, d'ailleurs, aux États-Unis, enfin, même dans le monde, on voit que les plus grandes innovations du 21e siècle, pour l'instant, ça a été créé par des familles, des enfants qui viennent de familles de réfugiés ou qui étaient réfugiés. Apple, Tesla, le vaccin Pfizer-BioNTech. Donc, on voit aussi que le parcours migratoire peut amener à générer beaucoup d'innovations. Je crois que c'est 40% des plus grandes fortunes américaines qui viennent de familles de personnes déplacées. Donc là, c'est là qu'on demande aux entreprises d'entrer en jeu. Parce que soit ils peuvent mettre à disposition des salariés qui vont devenir mentors, soit ils vont avoir recours aux boîtes qu'on a accompagnées comme prestataires. Je pense à Meet My Mama, par exemple, aujourd'hui, qu'on a accompagné il y a 4 ans, qui est devenue une grosse start-up et qui travaille pour plein de grosses entreprises. Ou ça peut être une entreprise de fringues qui va proposer des goodies, ça peut, ou de la comptabilité, etc. Du coup, là-dessus, il y a énormément de briques par lesquels on peut passer. Et juste parce que en fait, on adapte complètement aussi la possibilité de s'engager à l'utilisateur, à la personne ou l'entité qui veut s'engager. Super clair. Donc, accueillir une personne, venir faire une rencontre, ou en tant qu'entreprise, après, ça peut être mettre à disposition des compétences, mais comme on peut le faire en tant que citoyen, voire travailler avec les entrepreneurs que vous accompagnez, quoi. Je pense que c'était très clair, hyper inspirant. Est-ce que tu as un sujet que tu souhaites évoquer, un call to action particulier? Moi, j'avais une question d'Emeline sur laquelle je peux rebondir, qui disait est-ce qu'on peut accueillir un nouvel arrivant dans notre société pour l'aider à se confronter au milieu du travail français et lui donner une opportunité? Point d'interrogation. Une question hyper ouverte. Et est-ce que tu souhaites rebondir à cette question? Oui, carrément. C'est aussi le boulot de Singa, c'est de matcher les gens pour qu'ils trouvent des opportunités. Moi, combien de fois j'ai présenté quelqu'un à quelqu'un et derrière, il y a eu un CDI à la clé. Donc, c'est vrai, mais ça doit passer par la rencontre et pas par le côté qui peut être vertical aussi, de dire bonjour réfugié, je vais t'expliquer comment ça se passe. Faut vraiment la rencontre, justement, ça permet de laisser le temps et la place pour que la personne qu'on a en face de nous puisse révéler d'une certaine manière ses compétences. Et ça prend de l'empathie, ça prend de la conversation. C'est pas un algorithme qui peut changer les choses, je pense. On le fait avec Singa, mais sur l'axe pur professionnel. Là, on travaille. Enfin, il y a d'autres assos qui font ça, comme Codico par exemple à Paris, ou Each One aussi, qui travaille avec des entreprises pour le recrutement. Nous, Singa, on se positionne pas sur le recrutement en tant que tel. C'est l'entrepreneuriat, l'innovation, le lien social. On a choisi de pas aller sur ce terrain depuis le début parce que le cœur de ce qu'on fait, mais vraiment notre ADN,
c'est l'horizontalité et l'empathie qui va être générée par la rencontre. Et moi, je trouve qu'il y a de très belles expériences à vivre. Vraiment, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et qui me dit, en fait, moi, je suis plombier ou dans mon pays, moi, j'étais palefrenier, j'adore les chevaux. Mais j'ai de la chance, moi, je suis très riche parce que j'ai un grand réseau. J'ai beaucoup de copains et de contacts. Et en fait, parfois, il suffit d'un post Facebook à ma communauté pour que très vite, on trouve un boulot ou un logement, en fait, pour quelqu'un. Donc, faut aussi, je crois que c'est peut-être le second takeaway, c'est prendre conscience de combien on peut être riche en termes de capital social, en termes de réseau, et de vouloir accepter de le partager avec des personnes qui n'ont pas du tout ce capital social, parce que en fait, ça va changer des vies. On sait qu'une personne réfugiée, migrante, un nouvel arrivant, il lui suffit juste d'avoir 10 potes, dont 7 qui sont des locaux, pour avoir 60 fois plus d'accès à un emploi, à un logement, à la maîtrise de la langue, à l'amour aussi, au fait de se marier, d'avoir des enfants, au bonheur en fait. Il y a des gens qui parlent d'intégration, moi je préfère parler de bonheur. Super intéressant sur la question de l'accès au bonheur parce que ça rapproche de notre devise américaine. Mais il y a une vraie question et tu l'as évoqué en filigrane et il y a Michel qui a posé une question à ce sujet-là sur l'évolution de ce sujet. Donc il y a eu un énorme boom. Je ne sais plus en quelle année c'était, 2015-2016 autour du sujet quand tu as dit j'accueille. Et en fait aujourd'hui, tu dis on est moins audible, moins écouté dans les médias. C'est un sujet qui est aussi extrêmement politiquement sensible, politiquement au sens large et puis même au sein des entreprises, ces questions-là. Comment, en fait, cette perception, comment toi, tu vois cette question évoluer et sa perception dans la société française? Et puis Michel posait la question sur que penses-tu du regard des locaux, en fait, anglo-saxons sur les migrants, les réfugiés versus ce qui se passe en France? Donc, je pense que cette question, elle est un peu double, mais il y a une vraie, quelle évolution sur le narratif, tout simplement. Ouais. Et la comparaison avec d'autres pays aussi, je pense, c'est intéressant. Ouais, en fait, quand tu tapes réfugiés ou migrants sur Google, les images n'ont pas changé. On voit toujours des personnes en précarité, en vulnérabilité, qui sont en souffrance, qui potentiellement sont sur un bateau. Donc, en fait, je crois que le grand narratif n'a pas changé. En 2012, en revanche, quand on a créé Singa, tout le monde s'en fichait un peu de la question des réfugiés, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Bachar al-Assad à l'époque était toujours apprécié des grands chefs d'État de dictature, et c'était un sujet pour aucune institution, aucune entreprise, et surtout pas pour des citoyens, sauf une catégorie de personnes convaincues. En 2015, on a parlé de la crise des réfugiés. Pour moi, c'était une crise de l'accueil. C'était, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup plus de personnes qui ont demandé asile en France. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup plus qui l'ont eu. Les pays dans lesquels il y a vraiment eu une crise, c'était pas des pays européens, c'était le Liban, c'est la Turquie, qui d'ailleurs aujourd'hui touche beaucoup de subventions, notamment la Turquie, de la part de l'Union européenne pour laisser passer personne. Et je vais rien vous apprendre en disant qu'il y a des camps de concentration pour migrants en Turquie, subventionnés indirectement par l'Union européenne, mais bon, c'est un autre sujet géopolitique. Et en fait, oui, à ce moment-là, on en a parlé partout, mais sous un angle qui était aussi celui de la pitié. Et il y a eu des acteurs comme nous, ou comme Ichuan ou d'autres qui ont dit ah oui, mais en fait peut-être qu'on peut en parler autrement des réfugiés que juste comme des victimes, parce que bien sûr les personnes réfugiées migrantes ont vécu à un moment quelque chose de victimisant, ont été des victimes, ont vécu des persécutions, et ça faut vraiment pas le nier. Mais ce qu'on ne raconte pas, c'est la suite de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on peut en faire en fait de la suite de l'histoire? Moi je pense que si on continue à avoir ce narratif du eux versus nous, évidemment qu'on continuera à avoir des Le Pen au second tour ou des Trump élus aux États-Unis ou du Brexit, parce que l'immigration est le sujet le plus polarisant au monde. L'affaire Cambridge Analytica l'a montré, c'est sur les données relatives à l'immigration qu'ils ont réussi à faire acquérir des voix sur des électeurs tentés, mais pas forcément hyper d'extrême droite. C'est peut-être un autre sujet, mais pour répondre justement et faire le lien avec la question plus macro des anglo-saxons, en fait c'est pareil, quoi. Pour moi, s'il y a quelques différences à percevoir, oui, parce qu'elles sont liées à la culture, mais en vrai, ça reste, l'immigration est quand même le sujet
qui divisent le plus. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de prendre une photo de ces perceptions-là, en se demandant, en fait, il y a des gens qui sont convaincus, multiculturels comme moi, il y a des gens qui sont identitaires aussi, mais au milieu, il y a la majorité de la population qui ne sait pas trop où se positionner. Et je pense que c'est là que la rencontre doit intervenir à grande échelle, parce que si on ne se rencontre pas, on ne se connaîtra pas et on ne pourra pas faire société. Et donc, en fait, le fond de ton argument, c'est de dire que le grand récit culturel est resté le même, et qui est plutôt une image stéréotypée de la question des migrants, des nouveaux arrivants, globalement, hein, et que le sujet est, même s'il a évolué, il y a des discours positifs qui sont apparus, et tu as cité quelques acteurs, globalement, on reste dans un discours de peur et d'incompréhension, et on reste dans ce tabou, ce qui est vrai en France, mais aussi à l'international. Dans les grandes lignes. Et peut-être que c'est un bon résumé du coup ok. Et peut-être du coup la bonne question, parce qu'il y a une super question de Margot, comment faire changer les gens de regard par rapport aux personnes réfugiées? Les gens ont peur. Peut-être que le combat principal, c'est un combat culturel sur en fait la perception d'autrui. Et c'est quand on est change maker, on se dit comment on transforme le système, et le système, c'est d'abord la culture. Est-ce que tu as des pistes individuelles et collectives vis-à-vis de ça? Il n'y a qu'une seule solution, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est se rencontrer. On peut avoir des conversations sur les migrants et les réfugiés parce que, je comprends pas en fait. On les voit à la télé tout le temps, mais on les rencontre jamais en vrai. Et il est là le sujet, parce que en fait, c'est une conversation qui n'a aucun lieu d'être, parce que en plus les sources d'information sont très divergentes, mais tous les chiffres, tous disent que la migration est positive pour les pays d'accueil, et notamment pour l'Europe, dont la démocratie est en train de baisser. Tous les chiffres disent que c'est un avantage économique que d'accueillir des personnes migrantes. Tous. On ne peut pas trouver des études qui disent que c'est négatif, sauf certaines études mises en place par des consultants du Front National qui prennent en compte les enfants, la charge que pèsent les enfants économiquement, les enfants des personnes migrantes à l'État, sans prendre en compte ce que les enfants vont apporter plus tard à l'État quand ils seront grands et qu'ils auront été à l'école. Donc, pour moi, c'est vraiment, je veux bien qu'on fasse des toolkits. On en fait avec Singa d'ailleurs un petit peu des formations sur l'interculturel, sur la déconstruction, ou des Insta Live sur comment débattre avec ton oncle grincheux à Noël. Mais en vrai, si tu invites Carlos, Sina ou Abdulkader à Noël et qu'on passe une bonne bouffe, là, il va changer. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais réussi à convaincre ma mère. En revanche, le jour où elle a rencontré ma meilleure amie Ina, là, elle a complètement changé et elle est devenue très humble aussi face à la migration et elle est devenue très proche de beaucoup de mes copains réfugiés. D'accord. Donc la solution, c'est des rencontres à grande échelle, quoi. Il n'y en a pas d'autre. Ouais, et le changement de culture, il se fera, je pense, si on arrive à capter 10% de la population qui ont un vrai lien, mais un vrai lien avec des nouveaux arrivants. Et pas juste un lien vertical, un vrai lien d'empathie. C'est hyper clair. Est-ce qu'en fait, il y a une question qui était intéressante de Héloïse, je pense, de l'équipe de vendredi, qui dit: quand on fait face à toutes ces injustices, c'est vertigineux, c'est difficile de se dire qu'individuellement, on va réussir à faire bouger les lignes. Comment toi, tu réussis à continuer d'avoir envie d'avancer malgré ça? Tu as évoqué, je ne sais pas si tu parlais de ton fils ou de ta fille, mais je crois que c'était ton fils. Et du coup, je ne sais pas si ça va être ta réponse, mais c'est intéressant. Non, clairement, il y a des soirs où je mets la tête dans l'oreiller et je crie. On va pas. Et puis, en même temps, j'ai pas choisi un métier facile non plus, ni un sujet particulièrement facile. Mais je crois que, on vit tous à un moment dans nos vies des moments durs. On est tous confrontés à la mort, on est tous confrontés à la maladie. Moi, mon expérience, elle a rendu ma vie beaucoup plus belle, même s'il y a des moments où il y a une forme de découragement qui est très ponctuel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est très ponctuel? C'est justement je pourrais dire c'est mon fils, mais en fait, c'est surtout la communauté de Singa et la communauté que moi, j'ai créée autour de moi et le cercle que j'ai autour de moi, les personnes extraordinaires qui ont fait que Singa est devenu un grand mouvement et qui m'inspire énormément. Et donc, ça, c'est important. Après, moi, j'ai aussi... de nouveau, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de pression aussi du fait de cyberharcèlement et tout.
c'est un truc que j'ai appris du président Obama, c'est qu'il faut beaucoup de discipline aussi. Et en fait, moi, je croyais que je l'avais, la discipline, parce que j'étais prête à tout, parce que j'étais hyper engagée, parce que presque je sacrifiais ma santé, en fait, pour tout ça. Et j'ai compris que c'était pas ça, la discipline. La discipline, c'est de prendre soin de soi, c'est de prendre des week-ends, c'est de se sentir aimé, c'est de s'entourer de gens qui nous font confiance et nous soutiennent, c'est de bien manger, c'est de méditer, c'est de faire du sport, c'est de lire des bouquins, et c'est de pas culpabiliser de le faire. Et ça, après, moi, c'est très personnel et j'ai développé plein de techniques aussi pour être bien dans ma peau, pour être heureuse. Et du coup, en fait, elle est là, ma discipline, parce que je sais que je suis meilleure dans ce que je fais et dans mon engagement si je me préserve et si je me protège. Ouais, c'était une super réponse parce qu'en fait, on a commencé la conversation autour du syndrome de l'imposteur et de se lancer, faire des rencontres pour cheminer. Et ce que tu évoques dans cette clôture, c'est ce qui est important pour tenir dans un monde qui est pas toujours évident, c'est prendre soin de soi au quotidien. Et c'est là ce que tu appelles la discipline pour en fait être la meilleure version de soi-même. Et par rapport à ça, il y a prendre soin de soi et d'être inspiré, entouré de gens en fait qui nous aiment et qui nous inspirent aussi et qui font que en fait on a envie de se lever chaque matin pour devenir toujours la meilleure version de nous-mêmes. Je pense que c'est un peu la clôture dans ce que tu as exprimé là, non? C'est exactement ça. Bon, mais moi, je pense qu'on a passé un super moment. Il y a eu pas mal d'interactions. Je ne sais pas si ça t'a plu, toi, Alice. Ah ouais, grave. Je pense que je ne sais pas si tu souhaites partager un dernier message aux personnes qui nous écoutaient et puis aux gens qui sont sur le podcast, puisqu'il est l'heure. Il est l'heure. Donc je ne sais pas si tu en as un dernier. Et puis, sinon... moi, peut-être le message, c'est vraiment, faut pas hésiter. Et puis surtout, venez nous voir à Singa parce que je crois qu'il y aura toujours des réponses et des solutions. On est dans 17 villes en Europe. Et puis, il y a énormément de mouvements citoyens, d'organisations aujourd'hui qui changent vraiment les choses. Donc, faut pas se poser la question, faut juste y aller, franchir le pas. Et si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi checker mon livre dans lequel je donne plein d'exemples de mouvements et d'assauts. Enfin, je parlais de Make Sense, mais il y en a plein d'autres, ou Vendredi, ou tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire en France, en tout cas, dans lequel il se passe tous les jours des choses merveilleuses. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Merci beaucoup, Alice. Et puis, bonne journée à tous, bon déj. Et puis, à très vite. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet échange radical et très concret. Donc, ça m'a fait plaisir et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, à titre perso, merci de m'avoir inspiré. Trop bien. Ciao. Au revoir, merci.